Nous sommes à Maison Laffitte avec Joël Vergeot et une autre dame qui vient de Aubonne, Dominique Orestard. Et nous allons faire la connaissance de votre démarche qui est particulière, qui est complexe. Alors je vais d'abord laisser la parole à Dominique, qui est allée sur le site notamment de Joël Vergeot. Voilà. Donc j'ai été sur ton site, Joël, et j'ai vu que tu étais conseillère conjugale et familiale et consultante en transgénérationnel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu travailles sur l'arbre généalogique, la communication profonde. Alors là, bon, l'arbre généalogique, d'accord. Alors après, la communication profonde facilitée, la psychophanie et l'EFT. Alors ça, déjà, c'est les trois que oui, je voulais te demander. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'astrologie. D'abord, c'est le départ chez moi. J'avais vraiment, j'utilisais l'astrologie comme la psychologie, en fait. Hein. Et puis, mais c'était pas suffisant. Et surtout, on est trop en astrologie. Pour moi, j'étais trop dans la démarche volontaire de dire à l'autre ce qu'il avait à faire, etc. Et je me suis formée au conseil conjugal et familial. Alors ça, c'est une fonction, c'est pas un métier, parce que la plupart du temps, ce sont des psys qui font ça, ou bien des infirmières. Enfin, c'est un conseil conjugal, donc on reçoit une personne ou en couple ou en famille. Et déjà là, j'utilisais quand même aussi de temps en temps l'astrologie derrière. C'est-à-dire, l'astrologie, pour moi, c'est un outil de connaissance de l'autre. Un outil de communication aussi, puisque ça me permet de voir un petit peu cette personne dans sa globalité, on va dire. Et puis, le conseil conjugal et familial, donc ça a duré 2 ans, ma formation. C'est très psychanalytique aussi, hein, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point tous les problèmes, je peux dire tous les problèmes de couple ou de la famille, sont liés avec la généalogie. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque mon professeur d'astrologie, Catherine Gestas, qui m'a vraiment mis en selle au niveau astrologie, et elle fait aussi le tarot. Elle recevait un psychanalyste très connu, Didier Dumas, qui a beaucoup travaillé avec Françoise Dolto, enfin, qui est un fan de Françoise Dolto comme moi. Et là, Didier Dumas commençait cette année-là. Cette année-là, c'était C'était en 1900. Je sais plus. Oh non, c'était déjà en 2000. On était déjà en 2000. Je pourrais retrouver. Hein. Elle l'a invité donc dans un congrès astrologique, en plus, dans un congrès où. Le congrès qu'elle organise tous les ans. Et j'ai dit, mais ce type est super. J'aimais beaucoup sa façon de voir les choses. Et en transgénérationnel. Alors, il a fait un bouquin, d'ailleurs. Donc, tu parles aussi sur la Bible et les fantômes, où il retrace donc, en fait, toute la généalogie collective que nous portons en nous, avec les 3 patriarches, etc. Et donc, je me suis inscrite et j'étais en formation donc avec lui, en transgénérationnel. Génération trans, ça c'est comme les planètes, c'est au-delà de la génération qu'on connaît, c'est-à-dire les arrière-grands-parents, etc. en fait. Hein. Parce que je me demandais justement c'était quoi la différence entre l'arbre généalogique et le transgénérationnel. Mais c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas trop de différence. L'arbre généalogique, on va le construire pas à pas. Et transgénérationnel, c'est vraiment au-delà de la génération. C'est donc l'arbre généalogique. Voilà, c'est l'arbre généalogique. On parle aussi de ces mots pour désigner les planètes transsaturniennes, souvent. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une planète transsaturnienne? C'est au-delà de Saturne. Saturne, c'est une planète que l'homme pouvait voir. Nos ancêtres parlaient déjà de Saturne. Hein. Et à partir de nous, on a tellement peaufiné la technique qu'on peut voir au-delà du visible de l'homme. Trans, c'est transpersonnel, au-delà de la personne. Transpersonnel, oui, c'est ça. Voilà, mais on dit aussi, oui. Et en fait, donc c'est un petit peu pareil pour revenir.
Et maintenant, je vais répondre quand même à tes toutes premières questions. Oui. Donc voilà comment mon parcours, où je suis arrivée vraiment au transgénérationnel, et que j'utilise aussi un peu en astrologie, hein, parce qu'il y a les maisons 12. Alors là, je conseille, mais vraiment, le livre de Catherine Gestas et Martine Barbeau sur... elles ont fait quelque chose... Elles ont écrit un livre. Ah oui, très très bien, sur... Oui. que j'irai chercher tout à l'heure. Le signal d'ailleurs sur Pour le signaler, parce qu'il est vraiment génial, hein, avec les maisons d'eau, qui sont... L'eau, c'est le sentiment, l'eau, c'est la mémoire de l'eau, c'est ce qu'on transporte. Donc la 4 correspond au cancer, qui est la famille, la parole dans la famille. La 8, ben, c'est encore la parole, mais des secrets plutôt retenus. Et bien sûr la 12, qui là est, qui correspond à ce qui est perdu pour nous, du poisson, quoi, Neptune, c'est là vraiment. Et qu'on peut retrouver Et grâce à l'arbre. Et on retrouve. Et quand je fais des ateliers d'arbres généalogiques, d'ailleurs, moi j'ai toujours là sous la main les thèmes de mes participants, parce que c'est très très important pour moi de voir ça. Donc c'est un plus. C'est pas seulement un plus, c'est vraiment une carte d'identité céleste de la personne. C'est la carte d'identité, la mémoire de la personne. Le thème, je le vois comme ça. C'est pour ça, pour moi, j'utilise pas du tout, comme beaucoup d'entre nous maintenant, l'astrologie, on l'utilise pas en tant que divinatoire, mais c'est intéressant aussi parce que divinatoire, il y a divin dedans. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un lien. L'astrologie, je l'utilise vraiment spirituellement, en fait. Divin, c'est divin. Mais c'est vraiment Uranus, ça peut me mettre, mais ça c'est personnel, hein, et je me permets de le dire, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être n'importe. C'est selon nos croyances. Hein, les croyances, voilà. Alors peut-être que tu veux que je te donne maintenant les définitions de psychophanie, par exemple. Voilà. Hein. Alors la psychophanie, au départ, c'est un outil de communication. Et au départ, la psychophanie s'appelle la communication facilitée. Et ça a été découvert en Australie, enfin il y a quelqu'un, Anne-Marguerite Vexio, une orthophoniste en France, qui avait dans ses clients, dans ses patients, parce qu'elle est orthophoniste, de jeunes autistes, beaucoup d'autistes. Donc l'autisme, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est dans sa bulle, qui ne parle absolument pas. Alors pour communiquer avec eux, eh bien, en Amérique, donc ils ont mis au point une technique et on travaille avec un petit appareil, comme un petit clavier d'ordinateur, et on prend la main de la personne et on va frapper. On sent l'impulsion de la personne autiste ou handicapée qui ne peut pas parler, et ça permet d'écrire des mots, des phrases, etc. Avec la même main. Avec la main. Moi, main. je prends la main de la personne, la main gauche, qui est la main du cœur, peut-être, Ouais. je ne sais pas. Ouais. Ils sont bien souvent, les autistes, quand ils peuvent s'exprimer, c'est vraiment souvent la main gauche. Bon, ça c'est... Et puis, donc voilà. Et Anne-Marguerite Vexio a été plus loin qu'en Australie. Elle s'est autorisée, parce qu'elle a vu qu'en fait, on pouvait aussi utiliser cet outil pour faire parler l'âme. Enfin, l'âme dans le sens de l'intériorité, le cœur, l'inconscient, tous les mots que chacun utilise, pour faire parler aussi des gens ordinaires, si on peut dire ça, mais qui avaient des problèmes aussi. Et parce qu'on est vraiment en lien direct avec le soi, et en fait, Jung parle du soi, ça va se mettre en mots aussi, en phrase. Mais comme, pour ne pas amalgamer cet outil pour les autistes qu'on utilise avec leur impulsion, ils viennent, c'est pas musculaire. J'ai fait d'ailleurs une conférence à ce sujet-là sur la communication facilitée, parce que c'est absolument génial. C'est pas du tout musculaire, c'est vraiment quelque chose d'une énergie. C'est une énergie qui va permettre à la personne de venir frapper. Donc c'est évident aussi que quand on est deux, la personne qui fait faciliter l'autre, qui s'appelle un facilitant, eh bien ça va se frapper avec nos deux énergies. Hein. D'accord. Voilà. Et il y avait le FT. Et le FT, alors là ça veut dire E émotionnel, F freedom, technique, la technique de libération des émotions. Ouais. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très 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 volontiers, très facilement. La personne vient avec une thématique, un problème
ça peut être un problème comportementale, elle en a marre de répéter, elle est mal, elle a la colère, elle ressent les émotions, le comportement, les symptômes, c'est-à-dire très très mal à la tête, mal dans l'anxiété, etc. Et là, c'est pareil, on va mettre en mots avec cette personne par un chemin, c'est comme on appelle ça une technique comportementale, voilà, et cognitive, ça fait partie. La psychothérapie. Voilà, j'ai soigné vraiment et guéri à l'hôpital Sainte-Anne d'une phobie des chats. Eh bien, on peut, moi c'était pas avec cette méthode-là, je la connaissais pas, mais on peut éventuellement vraiment, pas moi j'utilise pas ça pour des cas aussi graves, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place, donc et libérer. Alors la personne, ça dure 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pas plus, parce que la personne est crevée. C'est comme si le cerveau il s'était mis dans une. Et comment tu t'y prends alors Eh bien là, la personne vient, on parle tout simplement, et puis on s'échange et bien sûr et tout ça c'est à base d'écoute, hein, comme l'astrologie devrait l'être aussi. Normalement, on n'a pas à dire pour l'autre, on a à écouter ce qu'elle dit et à partir de là on peut vraiment laisser parler cette personne, voilà, laisser sortir tout ce qu'elle a à sortir. En fait, elle est venue avec un symptôme ou un comportement ou un sentiment de colère, mais automatiquement on va être relié aussi avec son soi. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça émerge. D'accord. Voilà. Et là, tu fais aussi le thème astral de la oui, personne. Oui, parce de toute façon, toujours. Oui, tout ça, c'est mon. C'est ta base. Ah oui, moi je suis vraiment, vraiment très très uranienne dans le sens où l'astrologie est vraiment un outil vraiment génial quoi, pour découvrir. Mais là, encore une fois, je ne vais pas interpréter tu vas avant. en trans astrologie, on va dire. Tu vas au-delà de l'astrologie. Voilà. Mais, je regarde son thème, où elle en est, parce que là aussi, suivant l'évolution de la personne, eh bien, où elle parle encore toujours et toujours de ses croyances qui sont là déjà dans son natal, ou alors elle a évolué. Hein, ça, c'est le thème progressé, mais je n'utilise pas tout ça. D'accord, je n'utilise pas tout ça. Et dans cette technique de libération des émotions, je peux tout d'un coup, si cette personne, parce que c'est très aussi transgénérationnel, hein, évidemment, il y a toujours le fond est l'arbre généalogique au corps, la loyauté invisible, etc. Ça, et quelquefois, j'utilise ce qu'on appelle les constellations. Les constellations, en fait, c'est mettre en lumière. Les constellations familiales. Oui, mais là, c'est juste avec des petits personnages. Moi, je prends des Playmobil. Et tout d'un coup, je m'aperçois que la personne, elle parle vraiment d'un bagage qui ne lui appartient pas. Je me rends compte que ça, c'est à son grand-père. Ça marche vraiment avec les petits-enfants, par exemple. Et là, je dis, bon, tu vas prendre un personnage pour te représenter. C'est pendant ça dure 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, ouais. Tellement c'est fort. Ouais. La personne prend donc un petit. D'abord, elle prend le petit Lego dans sa main. Je dis, maintenant, tu le places là où tu veux. Alors, elle le place. Je dis, maintenant, tu vas placer ton papa ou ta maman, suivant. Elle place devant, derrière. C'est intéressant aussi, là, tout est intéressant. Comment elle place, à quel niveau, c'est où ça, il se regarde, le niveau et puis, tu vas placer. Donc, s'il y a, par exemple, il peut y avoir un problème, une petite fille qui faisait beaucoup de fugues, mais vraiment, elle fuguait, mais elle était très petite. Hein. Et on ne comprenait pas vraiment, et donc les parents viennent pour voir un petit peu. En fait, en parlant, on apprend qu'une de ses tantes, la sœur de la maman, elle fuguait aussi beaucoup, puis à un moment donné, cette tante de ce petit garçon avait, en fait, elle était vraiment pas bien dans sa tête, et elle était un petit peu dérangée dans la tête, un petit peu psychotique, et donc on a exclu cette personne, on n'en parlait plus. Et c'est ça que tous ces outils nous apportent. Ce qu'on appelle les secrets. Voilà, les secrets, mais simplement l'exclu que la personne a. Bien sûr, la sœur, elle sait bien, mais oui, elle peut confirmer. C'est ça qui est. Et la petite fille, donc, voulait quelque part, elle vient inconsciemment, elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. Mais elle vient et on va parler de l'exclu, on remet l'exclu, donc la tante en l'occurrence, avec beaucoup d'amour dans l'âme, ben oui, elle n'a pas pu faire autrement, etc. Et tous les traumatismes de guerre, les traumatismes d'exclusion, bien sûr, les faillites, les incestes, etc. Tout ça,
ça revient. C'est comme s'il y avait Les abandons. tous les exclusions, quelles qu'elles soient, bourreaux ou victimes, vont revenir. Là, c'est la théorie du transgénérationnel. Il y a un enfant, hein, et qui sommes nous maintenant, et qui vont grandir après, bien sûr, mais qui va venir pour faire parler, comme si, pour faire parler. Ça, c'est pour faire parler, pour parler, qu'on puisse parler de cette personne et la réhabiliter. Et une fois qu'on l'a réhabilité, dans l'amour, quel était son acte, on dit, on leur remet de la lumière, en fait, on met l'amour qu'on a pour cette personne qui n'a pas pu faire autrement. Ça peut même aussi être quelquefois je suis en train de penser à... Il y a eu beaucoup aussi des grands-mères ou des arrière-grands-mères mortes en couche, hein, ou d'une IVG, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Et bien là, c'est pareil. On n'en parle plus tellement, c'est douloureux. On ne peut plus parler de cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère. Elle a été complètement enterrée 2 fois, si je veux dire. Et là, un enfant va venir. Alors, le transgénérationnel, donc l'arbre généalogique, va permettre de faire des liens avec les prénoms, les dates de naissance, ou les choses qui se répètent. Les dates d'anniversaire. Hein, voilà, les dates d'anniversaire, les accidents, enfin tout ce que... C'est comme magique. Et en fait, là aussi, c'est intéressant parce que la magie, qu'est-ce que c'est? C'est image sans le i. Hein. Et en fait, la magie, c'est quelque chose... On va avoir une représentation en soi, on a une représentation en soi, et qui, grâce à la parole, grâce à des liens, grâce à une énergie aussi qui nous arrive, ça c'est très très bizarre, comme si quand on est ensemble pour parler d'un sujet, il y a quelque chose qui va venir, nous permettre d'aller plus loin, et la personne va dire, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai jamais dit ça, et ben ok, voilà, c'est magique. C'est un peu les communications d'inconscient peut-être aussi. Mais je crois. D'ailleurs, la communication facilitée, c'est la communication d'inconscient aussi. C'est pour ça que tout est dans tout, quoi. C'est des nouveaux outils pour cette ère super verso qui arrive, et que du moment qu'on le fait dans l'humanité de la personne, dans le respect de toutes les personnes, y compris encore une fois bourreaux, victimes, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, enfin, eh bien, ça se dénoue pour les autres. Et alors, là aussi, c'est très très intéressant parce qu'on n'a pas allé... Par exemple, on vient souvent travailler quand on est à un certain âge et qu'on a des enfants qui commencent donc à avoir des thématiques qui vont nous titiller. Là, la personne, elle vient se faire son œuvre. Oui, parce que moi, mon enfant, ceci... Mais non, en fait, on ne travaille pas pour l'enfant, mais notre travail à nous va libérer pas seulement nos enfants, nos descendants, mais aussi toute la génération, les cousins. Et là aussi, quand on est prêt, il y a comme des énergies, des petits anges, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, qui viennent. Il y a une tante qu'on n'avait jamais vue, qu'on va rencontrer peut-être malheureusement à un enterrement ou à un mariage, plus heureux, ou un coup de fil. Ça, c'est aussi incroyable. Dans mes ateliers, je fais des ateliers en 4 fois, séparés de 40 jours au moins, pour cheminer un petit peu dans son arbre. 40 jours. Oui. C'est exprès. Et oui, bien sûr que c'est exprès. C'est tout à fait exprès. Et la personne, elle me dit, c'est incroyable. Voilà, j'ai eu ça, c'est comme si ça tombait du ciel, on peut dire. Oui. En fait, la personne a mis son énergie dans son arbre, elle a mis le vœu de découvrir. Oui, ça m'annonce aussi parce que moi j'ai un livre chez moi de Anne en cela, je suis le berger, qui est un peu la papesse de... Ah, tout à fait. C'est comme ça que je l'appelle ça. De l'arbre généalogique. Alors elle, elle se sert pas du tout elle se sert pas d'outils comme l'astrologie, ni les tarots, c'est ça, les psychanalystes. Oui. Dans votre prospectus, le mot astrologie n'est pas prononcé en fait. Non, parce qu'en fait, l'astrologie, mes clients le savent tout de suite parce que je leur demande tout de suite l'autorisation. Oui. C'est presque un instinct chez moi. En fait, c'est quand même une performance de faire tout un texte où il n'y a pas le mot astrologie qui est... Et non, parce que j'ai choisi de ne pas utiliser l'astrologie dans ma pratique professionnelle. Ça, c'est un choix, mais c'est très récent, hein, ça fait 2-3 ans, depuis que j'ai tous ces outils-là.
Je travaille, mais je fais aussi, quand même, malgré tout, c'est toujours des amis, des gens que je connais, avec qui j'ai fait l'astrologie ou pas, qui viennent faire leur révolution solaire une fois par an. D'ailleurs, c'est l'ami qui nous filme actuellement, Bernard, on travaille régulièrement sur ces thèmes-là, mais je veux bien, si quelqu'un vient pour faire son thème astral, je veux bien une connaissance de soi, mais ce n'est pas l'outil que je privilégie, donc je ne fais pas de publicité. Par contre, c'est de bouche à oreille. Sur le site, il est marqué. Sur le site, il suffit de faire Joël Vergeot tout attaché, .free.fr, et on est directement sur le site, et là j'explique dans mes compétences, parce que c'est ma base. J'ai été formée d'abord avec Irène Andrieux, l'astrologie solilunaire, et quand je fais un thème pour qui que ce soit, j'ai toujours, j'ai toujours le livre d'Irène Andrieux qui est absolument génial, celui-ci, donc qui parle des phases de la Lune. En progression. Non, enfin pour moi, ce qui est important, mais vraiment, vraiment important, c'est le jour de notre naissance. Nous allons naître à un moment bien précis de la lunaison. Tous les mois, et là c'était la nouvelle lune hier, tous les mois la lune va rencontrer le soleil dans un signe en principe différent. Et pour pouvoir, c'est un mariage dans ce signe, et elle va prendre la coloration pendant un mois du signe solaire. Là c'est en Verseau, et c'est pour ça que ça va être sûrement, il faut vraiment espérer vraiment un mois, il faut en profiter chacun de nous, parce que pour pouvoir tirer tout ce qu'on a d'uranien en nous, le Verseau. Et donc le soleil c'est la conscience, c'est la lumière, c'est vraiment notre conscience, et la lune c'est la psyché. Donc en fait, les deux, c'est la totalité de notre être. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très psychologique. Et ça, il faut vivre en accord avec chaque mois, en fait, avec chaque signe. Bien sûr, bien sûr. Mais on le fait d'instinct, là aussi, il ne faut pas avoir le nez sur le calendrier systématiquement. Par contre, et là c'est Anne Vigliango que je voudrais citer. Oui, qui est une des disciples. Elle a été, on se connaît bien, nous étions pas dans la même section, mais elle est très 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 bonne et elle a fait plein de choses, elle est vraiment extraordinaire. Et en fait, c'est pour ça que je pense à elle. Par exemple, tous les mois, on a la chance de finir les 3 derniers jours, donc avant la nouvelle lune. La nouvelle lune, pour ceux qui ne sont pas astrologues, on la voit dans le calendrier, elle est toute noire. Pourquoi elle est toute noire? Parce qu'elle n'a plus de lumière, puisque la lune n'a d'éclairage que par le soleil. Et comme elle est derrière lui, elle arrive, elle va mourir pour l'épouser à nouveau dans une autre énergie, donc elle est toute noire. Et ces 3 derniers jours-là, eh bien, il faut vraiment, moi je suis en accord avec ça depuis longtemps, sinon il faut vraiment lâcher prise. C'est un moment où on peut jeter ce qui n'a plus cours, c'est un moment pour déménager, jeter ses bouquins, ses vêtements, tout ce qu'on veut, arrêter de fumer, faire des projets d'arrêt. Oui, donc même si tu ne l'utilises pas vraiment dans ta vie de tous les jours, tu regardes on met un terme à quelque chose. Oui, voilà, on met un terme à quelque chose. Comme le Mercure rétrograde, par exemple, tu disais que là on est en Mercure. Voilà, ça. Et d'ailleurs, j'envoie des mails. Fais attention à ça. Très très fort. Mais j'ai fait attention pour y travailler parce qu'une planète rétrograde, là aussi c'est très 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 intéressant, comme Mercure. Mercure rétrograde tous les 3 mois, 3 fois par an. Mais à chaque fois, elle va. Donc cette planète, elle a d'abord une conjonction avec le Soleil, elle va s'éloigner du Soleil, et puis elle est tellement. Mercure, c'est le messager des dieux, c'est le messager du Soleil. Il vient, suivant notre Mercure natal, il va venir éclairer par la parole, la communication, par comment il est. Mais à un moment donné, il s'éloigne de plus en plus, et en fait il s'alourdit de références, de bavardage, il s'alourdit. Et là, le soleil lui dit, bon, maintenant tu reviens, tu vas un peu t'alléger, donc tu lâches aussi, et la communication à l'extérieur, parce que Mercure c'est la planète qui régit les communications, les courriers, etc. Alors là, faites expérience, vous verrez, au début de la rétrogradation, eh bien, on se trompe de rendez-vous, on se trompe d'heure, on arrive en retard, et
les courriers n'arrivent pas, enfin, tout ça, tant qu'on est dans l'extériorisation des choses. Mais si on se dit, Mercure est rétrograde, je fais une retraite, je réfléchis, je me pose, etc. Là, c'est génial. J'écris, si vous avez des livres à écrire, c'est le moment idéal. Vous voyez, donc, il va revenir, mais vraiment dans le ciel, hein, en astronomie, enfin, même si c'est qu'une image, hein, parce que la planète ne rétrograde pas, il y aurait beaucoup d'accidents là-haut, mais symboliquement, parce que tout est dans le symbole, en fait. Mercure, donc, revient vers le Soleil, elle arrive, alors, c'est déjà passé, là, en communion avec lui, mais... Et elle retourne derrière, et puis après, là c'est ce qui se passe en ce moment, à la fin de la semaine, le 1er février 2009, à nouveau, elle va revenir là. Et là, c'est une planète, mais toute pleine d'amour et pleine de rien, quoi. Elle n'est plus du tout dans ses croyances et dans ses certitudes. Et dans un thème, tu fais attention à ça, c'est bien Mercure. Et là aussi, ben, dans un thème natal, avant le soleil, après le soleil. Ouais. Et ça te change la façon dont tu abordes la personne? Non, parce que moi, mais j'entends la personne autrement. C'est elle qui est autrement, c'est pas moi. Moi, je suis... voilà, moi, mais effectivement, et c'est intéressant, dans la psychogénéalogie, par exemple, si quelqu'un dans le natal, en natal, a Mercure rétrograde, dans son natal, quand il est à la naissance, il est né, Mercure était rétrograde dans le ciel, vous pouvez être sûr, posez la question à la personne, elle n'a pas été entendue quand elle était petite, cette personne. Et là, mais tu vas voir, ça va faire... C'était à un moment donné, elle s'est dit, c'est même pas la peine de leur parler, de toute façon, j'ai jamais raison, parce que cette personne voilà, elle a un problème, et elle est venue aussi, symboliquement, comme si elle s'était incarnée ce jour-là, pour justement travailler ce Mercure dans une autre façon. Et bien souvent, là aussi, vérifier dans les thèmes, ça peut être, il y a énormément d'orthophonistes avec Mercure rétrograde. Bon, l'orthophoniste, c'est donc quelqu'un qui va travailler avec des enfants qui ont un problème de langage. Et puis alors, là j'ai découvert, parce que moi j'ai un fils aîné qui est avocat, qui a Mercure rétrograde dans son thème aussi. C'est la parole juste, et je ne parle pas pour ne rien dire, c'est vraiment, il y a un avocat terrible là, qui a Pluton, Mercure rétrograde en conjonction. Viergesse. Ouais. Alors, Pluton avec, donc il peut tuer quoi, par la parole, symboliquement. Donc là, encore une fois, c'est très très intéressant. Donc, excusez-moi, pour venir à Mercure rétrograde, regardez, donc à un certain moment, Mercure est rétrograde dans le ciel, oui. Et on est donc tous concernés. Tous concernés, et là, donc je vais le mettre... Au même moment. Au même moment. On vit au même moment certaines situations. Tout à fait. Mais chacun, selon justement la maison concernée, oui. Hein, et qu'est-ce qu'il fait dans ce thème de la personne? Ça veut dire, est-ce qu'il va passer sur une planète? Alors là, c'est bien plus fort, parce que Mercure va, donc, là, il est rétrograde, pour vous donner un exemple, de 7 degrés Verseau, il est à la 7 degrés Verseau, et il va revenir à 21 degrés Capricorne. Alors c'était intéressant, parce que ce jour-là, j'ai sorti le thème, parce que j'avais un atelier, le jour où Mercure a commencé sa rétrogradation, dimanche, je ne sais plus quel dimanche c'était, le soleil était à 21 degrés du Capricorne. C'est intéressant, il va venir jusque-là pour revenir. Et donc, dans le thème, on regarde tout ce passage-là, moi je le mets même au crayon noir, parce qu'il va passer 3 fois, bien sûr. Une première fois, ça ouvre la conscience, on va dire, et un transit, c'est toujours quelque chose qu'on va vivre avec l'événement à l'extérieur. Un transit, c'est événementiel. Donc, Mercure, la parole, la communication, le mensonge, enfin, vous mettez tout ce que vous voulez dessus, rencontre, par exemple la Lune dans un thème, une première fois. La personne peut avoir quelque chose à vivre avec la Lune qui peut représenter sa mère, ou son féminin, ou bien si c'est une femme, ça peut être l'enfant, son enfant avec elle en tant que mère, enfin oui, il faut tout s'opposer. Hein. Ça va bien sûr dépendre de la maison aussi. Et puis, ok, là il y a une première histoire qui se fait dehors, et donc quelque chose qui peut être plus ou moins... quelque chose qui est partagé avec les autres aussi. Qui est partagé, mais qui peut être aussi dans la difficulté. Hein. Là, on rencontre une première difficulté. Ok, cette histoire est passée.
Et puis Mercure redevient, il va rétrograder, il repasse là. Là, la porte s'ouvre encore un peu plus. Alors là, la personne a dit, attends, on en a déjà parlé il y a 15 jours, parce que ça se passe vraiment dans les 2-3 jours. Là, maintenant, si tu veux bien, on y réfléchit. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place autre chose? On va plus quand même continuer à vivre comme ça, hein, symboliquement. Ok, il retourne. Et il va revenir une 3e fois direct, et là, la personne, elle va, si elle est dans la conscience de ce qui s'est passé, c'est parce qu'elle avait à le vivre, hein, que c'est pas plus sa faute que de l'autre, c'est tous les deux de 50-50, ça se joue toujours avec quelqu'un à l'extérieur. Mais on peut dire que ça agit aussi au niveau national, au niveau des pays, bien sûr. Au niveau oui, tout à fait. des guerres. Tout à fait, bien sûr, tout est... Oui, c'est intéressant. Bon, oui, alors là, Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, là aussi c'est intéressant. Avant il était dans le Sagittaire, hein, les pays, l'étranger, etc. Et depuis, dans le Capricorne, toutes ces guerres au Moyen-Orient qui reviennent, le Capricorne c'est le territoire, c'est vraiment le plus... dans la symbolique aussi, le Capricorne c'est une montagne, là... dans la symbolique où Moïse aurait rencontré Dieu, enfin il y a toujours... la montagne c'est le yang, hein, c'est vraiment le Dieu, on peut, symboliquement, si on veut que la terre est la mer, et le ciel est Dieu ou le Père, enfin peu importe, hein, chacun... Eh bien, effectivement, dans tous les événements, il y a un lien qu'on fait. Et alors là, je me suis amusée quand Barack Obama... j'ai vu son thème, j'avais pas son heure, mais ça fait rien. Quand il a été élu, je dis ça alors, il est élu et son Jupiter dans le ciel était symboliquement en fin de son cycle à lui de Jupiter, c'est-à-dire dans la maison, symboliquement de la dernière maison avant son Jupiter. Je dis il est élu. Et bien en fait, donc il a été élu, mais il a pris l'investiture. Voilà, quand Jupiter dans le ciel avait dépassé son propre Jupiter. Donc sur un cycle, sur un nouveau cycle. Donc il est sur un nouveau cycle de 12 ans. C'est intéressant ça, hein, tu vois. Oui. Voilà. Donc après, parce qu'il aurait pris en fin de cycle, il n'aurait pas été. Il l'a pas pris, ça. Tu vois, c'est des suppositions que j'ai plus du tout envie de faire. Ça c'est. Alors je me dis, tiens, ça se passe comme ça. Voyons voir, tu vois. Sinon, bah, là aussi, on joue à l'apprenti sorcier. Ouais. C'est comme ça que ça devait se faire, quoi. C'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu utilisais le tarot comme support au niveau de l'arbre généalogique, c'est ça? Tout à fait. J'utilise dans le tarot, et là aussi, c'est Catherine Gestas, mon professeur d'astrologie, hein, qui m'a ouvert à ça, parce qu'à la fin d'un cours d'astrologie, de temps en temps, elle disait sortez une carte, et les cartes, les 22 lames majeures, elles sont, il y a des cartes uraniennes, des cartes neptuniennes, etc. C'était vraiment intéressant. Et j'ai été épatée par rapport au symbolisme donc, de tout ça. Et je me suis formée avec elle. Et elle utilise les mineurs. Donc il y a dans un jeu de tarot, il y a d'abord 22 lames majeures que tout le monde connaît bien. Mais il y a surtout, si j'ose dire, d'autres lames qui sont les lames mineures, avec 16 personnages qui sont des rois, des reines, des cavaliers et des valets. Et 4 par 4, avec chacun donc, dans un élément, pour reprendre le terme de l'astrologie, mais qu'on peut dire aussi une fonction psychologique de Jung. La terre, par exemple, c'est la sensation, chez Jung. Le feu, c'est l'intuition. Le sentiment, c'est l'eau. Et la pensée, c'est l'air. Déjà, on retrouve les mêmes symboles dans la psychologie. Et en fait, donc quand je fais des arbres chez moi ou en atelier, eh bien la personne, à un moment donné, d'abord elle va tirer pour se représenter elle, une des 22 lames majeures. Là où j'en suis dans mon état d'évolution. Aussi, comme le rêve, jamais j'interprète avant la personne. Surtout si elle ne connaît pas, tant mieux. Parce que si elle connaît la personne, comme elle interprète déjà. Chouf, elle sort le tiroir, ça c'est ça, et vlouf. Alors que là, je dis des explications par des gens qui n'en ont jamais fait, mais je vais écrire un bouquin. Elle va interpréter la tellement c'est fort. Comme elle la mais voit. oui, c'est ça, mais c'est son truc à elle. Elle va interpréter
Et donc, la personne, voilà, alors c'est toujours par rapport à une question bien précise. Plus la question est précise, plus la réponse va être fulgurante pour la personne. C'est un support de projection. Qu'est-ce que ça veut dire, projection? On a des images intérieures et qu'on va automatiquement, et suivant en plus, ça se passe au niveau de la... là aussi, c'est très émotionnel, parce que la personne, elle vient aujourd'hui avec une thématique, hier, elle se disputait avec son homme, elle ne va pas faire la même interprétation si elle ne s'était pas disputée. C'est génial, vraiment génial. Et après, donc, on va tirer, suivant l'atelier, donc je travaille plus, le premier atelier, c'est vraiment des énergies de la mère, avec le denier, le corps. Le denier, c'est la tête, donc c'est le corps, tout ce qui est en lignée avec les femmes. On appelle ça la lignée des utérus, la mère, la grand-mère, etc. Et là aussi, c'est vraiment... Et ça, c'est Catherine Gestas qui a Non, trouvé ça? oui, j'ai quand même, c'est Catherine Gestas qui, elle a été formée par d'autres personnes, mais c'est elle qui m'a formée à ça, qui m'a ouvert à ça. Bien sûr, après, je me suis formée autrement, mais je ne connais pas d'autres profs que Catherine Gestas pour le tarot comme ça. Parce que Jacques, c'est un grand spécialiste des tarots. Oui, au niveau historique. Au niveau historique. Oui, ça c'est intéressant. Et donc, c'est absolument, mais donc, je reste là comme ça dans mon élément à moi, tout en reconnaissant. Et puis, donc il y a juste symbolisé, il y a 4 cavaliers, et ça je le dis tout de suite quand je fais des conférences sur la psychanalyse, sur la psychogénéalogie. Il y a 4 cavaliers, donc chacun va représenter un grand-parent. Le cavalier de denier, c'est la grand-mère maternelle. Le cavalier de bâton, c'est le grand-père maternel aussi. Le bâton, le désir, qui est transmis par la mère, si elle a eu... Après, on passe quelque chose. Donc ça, c'est des énergies de la terre, de la mère, de la lignée maternelle. Et puis après, on passe à 2 énergies que là, on a, parce qu'on est humain, qu'on a en plus des animaux qui ont un corps et un désir comme nous, si j'ose dire. On a la parole, la pensée, qui est le cavalier d'épée, qui est le grand-père paternel, qui va donner son nom. Là, c'est de nom en nom, l'épée, la parole. L'épée, dans la symbolique, ça tranche. C'est parce que le père a tranché et dit à son petit enfant, je te sépare de ta mère, par la parole évidemment, qu'il y a une castration symbolique par la parole qui fait qu'on peut vraiment quitter sa mère et passer à une autre énergie. Et puis après, il y a l'énergie de la coupe, qui est la grand-mère, voilà. Et ça parle à tout le monde, tellement c'est puissant. Alors, je voudrais un peu engager la discussion sur une direction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, vous nous parlez d'application d'une tradition, sur la tradition astrologique ou la tradition du tarot. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tradition? D'où est-ce qu'elle vient? Comment est-ce qu'on a mis en place ces 22 lames? Comment est-ce qu'on a mis en place le zodiaque? Comment on a mis en place tout le système astrologique traditionnel? On a l'impression que vous l'adoptez. Voilà, moi je fais partie des gens qui accueillent. C'est vraiment un. Et puis pour moi, c'est vraiment. Oui, c'est une. C'est un don des dieux, c'est une sorte de révélation. En tout cas, c'est un héritage. En tout cas, c'est un héritage, ben oui, de nos ancêtres. Alors, sur l'astrologie, j'ai jamais réfléchi, sauf que je vois vraiment c'est pour ça que je respecte énormément la tradition qui fait que ils pouvaient voir jusque le transgénérationnel, jusque Saturne, et nous on va plus loin parce qu'on est uranien maintenant. On arrive dans l'ère du Verseau, même si on n'y est pas encore. Donc ça aussi, moi je l'accepte, j'accueille ça. Je ne me pose pas trop de questions là-dessus, je reconnais. Oui. Par contre, le tarot, si j'ose dire, on l'utilise, mais tous les deux, on l'utilise de façon très uranienne aujourd'hui. C'est pour ça que, pour moi, une consultation d'astrologue qui dit tout, la personne, que je ne fais plus, que je ne peux plus faire, parce que c'est peut-être parce que je ne suis pas suffisamment douée en astrologie pour... m'empêcher de tout le temps faire des références à son thème, c'est pas juste, quoi. Moi je suis dans l'écoute de la personne et
Et j'oublie un peu l'astrologie, même si je l'ai lu avant, je ne réponds pas à la question. Si, donc ce que vous nous dites, effectivement, il y a instinctivement, vous essayez d'apporter un plus à la tradition, Oui. mais vous ne la remettez pas en question. Non. Et je trouve que ce qui est... Non, je ne vois pas pourquoi je la remettrais en question. Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de personnes qui utilisent maintenant l'astrologie complètement différemment, quoi. Plus dans la psychologie ou alors dans la spiritualité. En fait, pour moi, on tend tous, et justement, c'est la grosse différence entre la terre, mère, si j'ose dire, qu'on représente, et le ciel, Dieu, le ciel, peu importe, le Père divin, c'est là, pour moi, on va tous vers une spiritualité qui n'est pas une religion forcément, avec des dogmes, mais qui est dans une ouverture d'esprit. Et justement, plus on est dans cette ouverture d'esprit, plus on accepte les mystères. Si on remet tout en cause, ben, si je vois vraiment pas pourquoi. Moi, je fais l'expérience, je vous dis comme le petit Mercure rétrograde. J'ai 2 fils, un qui a Mercure rétrograde natal et un qui va le devenir dans sa vie. Ben, je peux vous dire que j'ai expérimenté Mercure rétrograde. Maintenant, les gens peuvent dire l'astrologie c'est nul. Eh bien, ok, c'est leur croyance. J'ai pas du tout envie de convaincre non plus. Bon, convaincre, c'est vaincre. Voilà, c'est ça. Pour vous, quand vous avez appelé, oui, c'est ça, voilà. Pour vous... c'est une évidence pour moi. Voilà. Je le vis avec mon expérience, et je vis un Mercure rétrograde dans le ciel avec mon expérience à moi. Et donc ça, je peux communiquer, puis alors je le fais vraiment volontiers à mes amis astrologues, je leur parle sans problème. On peut dire que vous vivez selon l'astrologie, enfin il y a un art de vivre astrologique. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure vous disiez, bon ben, quand il y a une nouvelle lune, il faut, dans un certain signe, quand le soleil est dans un certain signe, il faut vivre les valeurs de ce signe. Il faut, ça me gêne. Je vis comme ça, parce que en fait, je crois que je me suis branchée sur le ciel. Il faut trouver en soi-même, c'est qu'il vient en résonance. Mais je me suis branchée, ça y est, c'est bon, je suis branchée, je ne me réfléchis pas, et je vois bien que c'est pas juste. Par exemple, on va prendre un exemple bien concret. Si je veux faire un atelier et que je ne fais pas attention et que je le fais pendant, je fais une conférence, c'est déjà arrivé, pendant que le Mercure était rétrograde, je vais me planter, je vais parler. C'est très intéressant, quoi. Mais est-ce que c'est parce que tu sais que... Non, je le vois après. Bah non, sinon j'en ai pas fait. Alors là, tu vois. Mais bon, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, comme vous disiez, savoir à l'avance que Mercure est rétrograde permet de planifier certaines choses. Ça permet de faire, par exemple, c'est le moment de terminer. C'est le moment de me poser. De me dire... On va faire les choses à contre-temps. Voilà. Et puis de toute façon, je ne vais pas non plus prendre mon agenda pour prendre des rendez-vous. Donc là, je vais dire, bon ben... Et ça permet aussi, par exemple, ça c'était au début, donc je fais des petits ateliers de 5-6 personnes. Tiens, il y en a une qui ne vient pas ou qui est en retard. Ben, je vais l'appeler parce que Mercure est rétrograde. Voilà. Ça permet aussi de voir que l'autre un peu... Mais bon... Une autre question qu'on aborde souvent, c'est quel est le but de la... il y a un mot que les astrologues n'aiment pas tellement, c'est le mot... parce que soigner quelqu'un, c'est dans le domaine médical, c'est le ramener à un état normal. Est-ce que pour vous, il y a une mission de normalité dans le comportement humain dont la personne pourrait, quand il y a une pathologie, s'éloigner? Bon, déjà, moi, je ne soigne pas, je ne suis pas médecin. Ça, je tiens absolument. Et soigner, c'est nier soi. Donc, le mot thérapie renvoie à soigner. Pardon? Thérapie, ça veut dire soigner. Oui. En fait, pour moi, si on prend conscience de pourquoi on réagit comme ça, c'est ça que permet, par exemple, la technique de libération des émotions. On prend ce qui se passe, le symptôme, en fait, il va permettre d'aller à l'intérieur de soi, de se soigner. C'est le symptôme, c'est le mal-être. Oui. Donc, il faut déjà prendre conscience. Oui. Et si la personne n'est pas dans la conscience, elle va répéter, et c'est son problème, c'est ça. Quelqu'un qui serait né... Donc mal-être, ça veut dire qu'on sent qu'on n'est pas... On n'est pas dans l'être.
on sent On aussi n'est qu'on n'est on n'est pas... pas dans le soi, Oui, dans le je bien. suis. Encore faut-il savoir ce que c'est que le je suis. Le je suis. Ben, Il faut oui, déjà c'est- avoir un point de comparaison. Non, Parce là, que il faut quelqu'un pas qui se a comparer. mal aux dents, Oui. il sait que normalement, bon, bah, normalement, il ne doit pas avoir mal aux dents. Moi, j'ai un superbe livre là sur. C'est un dentiste. Elle a fait un. Là, c'est intéressant aussi. Les dents révèlent aussi quelque chose. C'est pas du tout mon domaine, bien sûr. Mais tout le monde est d'accord pour dire ça aujourd'hui. Le biodécodage, c'est quand même, c'est génial. C'est la maladie, comme le symptôme, comme un enfant symptôme dans le couple, tout ça, ça nous permet, au lieu de dire c'est de sa faute, ce petit con, ou c'est la faute de mon mari, ou c'est la faute de... C'est prendre conscience de je vis ça, pourquoi je vis ça, et il n'y a que soi-même qui pouvons comprendre. Ah, et moi j'avais un problème là à ma dent. Ouais. Et quand j'ai acheté ce livre, Didier m'a dit un peu là, 2 minutes.